L'objectif des techniques sophrologiques est de renforcer chez l'être humain la capacité de vivre son existence en harmonie avec lui-même et avec l'univers. Alfonso Caicedo, père de la sophrologie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Sensibilité. Bonjour Lucille. Bonjour Jean. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Cotreau. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous allez bien ? Virginie. Très bien, merci. Virginie, vous êtes sophrologue, hypnothérapeute. On va vous demander de vous présenter déjà. Vous présenter ce que vous voulez. Qui êtes-vous ? Que D'accord. faites-vous ? Tout ça. Donc, je suis Virginie Cotreau, je suis sophrologue hypnothérapeute sur Talence, pour situer limite Barrière Saint-Genès, le long du tram. Et je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire où il y a plusieurs spécialités, plusieurs médecins. Je suis donc sophrologue, c'est une reconversion professionnelle. Il y a un peu plus de 6 ans, j'ai voulu revenir vers l'humain. D'accord. Voilà. Vous faisiez quoi avant ? Alors, je travaillais 10 ans pour un laboratoire pharmaceutique anglais, Très bien. où je mettais les essais en route des différents produits dans les hôpitaux et les cliniques sur plusieurs départements. Après, il y a eu personnellement un changement. Donc, j'ai laissé un petit peu ma carrière au profit de mon mari, qui est souvent en déplacement. Et puis, à un moment, quand les enfants étaient un peu plus grands, je me suis dit, maintenant, voilà, tu fais quelque chose qui te correspond. Une bonne chose du coup. Très bonne. Et Ouais. je regrette pas du tout. Pour Je vous et regrette pour, pas du tout. Voilà. Je regrette pas ce que j'ai fait avant. Ouais. Voilà. Vous ne regrettez pas d'avoir changé. Mais je regrette pas d'avoir changé. Peut-être que s'occuper, recevoir tout ce que nous dit l'autre, il faut peut-être avoir une certaine maturité, avoir vécu certaines choses pour comprendre certaines choses. Bien que je dis pas qu'on peut pas y arriver quand on a 30 ans, c'est pas ce que je veux dire. Oui. Mais avec le recul, Pour vous en tout cas, c'était important. voilà, c'est quelque chose, quand certaines personnes me parlent, je m'identifie pas du tout à elles, mais la vie a fait que il y a des choses que je peux comprendre plus facilement. D'accord. Et avant de commencer, moi je voulais juste savoir comment on appelle les gens qui viennent vous voir ? On appelle ça Des des clients. patients, des Les clients. clients, Ok. Parce voilà. que c'est pas... C'est comme ça, Ok, déontologiquement, ce sont des clients. Donc Alors, c'est une c'est bonne vrai chose pour que- vous et pour vos clients. Voilà, Je veux c'est dire. ça. C'est vrai que parfois c'est difficile parce que quand c'est un médecin qui nous l'envoie, qu'on connaît ou pas, qui nous dit mon patient et moi je dis oui, mon client, ça peut faire bizarre, mais bon. Voilà. Comme ça, ok. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter la sophrologie et l'hypnothérapie, un petit peu, comment ça fonctionne globalement ? D'accord. Donc en fait, la sophrologie est un courant dedans d'hypnose. Voilà. Bon. Mais pour différencier, la sophrologie, déjà, ça a été, je peux dire, créé, établi par un neuropsychiatre dans les années 60. C'était une thérapie brève, récente quand même, hein, voilà. Un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo. Et ce dernier a pris plusieurs courants, donc aussi bien tout ce qui est neurologie, psychiatrie, psychologie, parce que c'était, voilà, le courant occidental avec tout ce qui est méthode Coué, hypnose, etc. Et le côté oriental avec tout ce qui est yoga, bouddhisme, etc. Côté oriental, on s'en sert surtout en sophrologie par rapport à la respiration. Oui, ok. Donc en fait, c'est une méthode qui permet chacun, à l'intérieur de nous, nous avons tous un potentiel et des ressources. Mais on les utilise dans certains moments de sa vie et pas dans d'autres. Exemple, quelqu'un qui vient me voir qui est stressé, il sait être calme, par exemple, pendant ses vacances, pendant son week-end, pendant certains moments. Donc le dossier calme, je peux dire qu'il l'a, mais il le sort dans ces cas-là. Et puis, dès que c'est fini, le dossier calme, il repart dans le rayonnage, voire bien dessous. Et quand il en a besoin dans la vie de tous les jours, mais où vraiment, il faut que ça ressorte professionnellement, etc., même personnellement, parfois le dossier calme, il ne ressort pas. Donc, à l'intérieur de nous, voilà, c'est ça. On a tous un potentiel et des ressources. Et en fait, grâce à des outils de respiration, de décontraction musculaire et de visualisation, beaucoup de visualisation d'images positives, on permet à la personne de faire de réémerger, de faire émerger, de faire ressortir ces ressources qu'il a à l'intérieur de lui.
Donc la respiration, parce que il faut, c'est pas la respiration qu'on a tous là autour du micro ou dans notre vie de tous les jours. La respiration ventrale. Voilà, abdominale abdominale. ou thoracique, non mais c'est la même chose, ventrale ou abdominale. Mais donc du coup, c'est apprendre soit à évacuer en respirant fortement pour évacuer le stress, l'anxiété, etc. Ou apprendre à respirer doucement pour diffuser du calme. Donc ça on apprend. Des contractions musculaires, donc là c'est là où rentre en ligne de compte la sophrologie par rapport à l'hypnose. Quand vous êtes, exemple, stressé, vous avez des ressentis physiques qui sont divers et variés pour tout le monde, mais ça peut être des maux de ventre, des mâchoires serrées, palpitations, etc. On connaît bien. Voilà. La transpiration pour moi. Voilà, les mains moites, voire en souriant les pieds poites. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a des ressentis physiques et donc, grâce à la sophrologie, on va apprendre à faire ces décontractions dont on n'en a pas besoin en hypnose. La personne ne vient pas nous voir tout à fait pour la même chose. C'est vraiment la différence. C'est-à-dire que j'utilise la sophrologie quand une personne vient me voir, quand je vois qu'il y a beaucoup de ressentis et que la personne vient me voir en tant que sophrologue. Et j'utilise l'hypnothérapie en fait dans d'autres circonstances, c'est-à-dire quand il faut vraiment défaire des nœuds, mais bien précis. Voilà. D'accord, ok. Alors moi, je tiens juste à dire, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc moi j'ai été un de vos clients, on peut le dire, et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans votre approche, je trouve qu'il y a une approche un peu plus terre-à-terre, je sais pas si ça va vexer certains sophrologues autres, mais je trouve qu'il y a une approche plus, pas médicale, mais plus terre-à-terre, en plus vous travaillez avec... dans un cabinet pluridisciplinaire, donc vous êtes entouré de médecins, tout ça, et je trouve que votre approche, du coup, moi, elle me correspondait plus parce qu'il y avait tout ce truc de discussion, de dire, voilà, la sophrologie, c'est ça, on va pas faire non plus des miracles, c'est vous qui allez faire le travail avec moi et tout. Je sais pas si j'arrive très bien à m'exprimer. Je comprends très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas, si je peux dire, la sophrologie, il n'y a pas quelque chose normalement de mystique. Oui, voilà. C'est ça. Je ne sais pas que je sois contre, voilà. Oui. Mais au niveau de mon travail, il n'y a pas tout ce décorum, vraiment c'est thérapeutique. Et j'essaye dans ce cas-là, de démystifier, si je peux dire, je mets ça entre guillemets bien évidemment, la sophrologie, c'est-à-dire d'expliquer ça de façon simple. Ouais. Comme je viens de vous expliquer, le dossier, vous l'avez, la ressource calme, confiance en soi, estime de soi et autres, on l'a tous, sauf qu'il y a des événements de la vie qui ont fait qu'il y a des sortes de couvercles qui se sont mis dessus. Voilà comment j'explique. Et qu'en fait, on va sortir ces couvercles. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, Jean, et je suis d'accord avec ça. Donc on a... pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a du coup donné envie de faire ce métier ? Donc vous l'avez dit, un événement, ça. C'est si vous voulez répondre après, nous on a préparé des questions et puis si vous voulez répondre, vous y répondez. Et quand, pourquoi Alors déjà ça commençait à couver dans ma tête, dans le sens oui je voudrais faire quelque chose, je voudrais m'occuper aussi, je voudrais reprendre une activité à l'extérieur parce que j'en avais une mais là c'était vraiment pour concilier vie personnelle et vie professionnelle mais... Mes amis m'avaient dit d'ailleurs, mais toi tu vas pas supporter de ne pas repartir travailler à l'extérieur, etc. Mais c'était un choix et je le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Sauf qu'il y a eu un événement dans ma vie. J'ai eu un problème de santé qui a fait que je suis passée très très près de l'autre côté. Ah. Okay. Et donc du coup, là à ce moment-là, vous vous remettez en question sur votre lit d'hôpital. Vous vous dites voilà. Quand votre fils vous dit « Maman, est-ce que en gros tu vas t'en sortir ?» Là, vous vous dites « Oui, bon, voilà, on va peut-être voir les choses différemment. » Et c'est en fait, ça a été ça, c'est le déclic, mais c'est ce qui m'a propulsée. C'est-à-dire que j'étais déjà sur cette voie-là. Ouais. Sur cette voie-là. Et en sortant de cette épreuve, en fait, j'ai rencontré une amie qui est dermatologue, mais qui en fait suit aussi les gens quand ils ont des problèmes de peau, d'eczéma, psoriasis et autres, par le biais de l'hypnose. Voilà. Et donc en fait par rapport à ça, quand elle m'a vue, elle m'a dit voilà, si tu veux, je peux te faire des séances
Je savais pas ce que c'était et parce que bon, j'avais besoin d'évacuer certaines casseroles liées à ce qui venait de m'arriver. J'imagine. Et par rapport à ça, mais quand voilà, j'ai pas fait beaucoup de séances avec elle. C'était vraiment pour me remettre un petit peu. Voilà, j'ai dû faire 2-3 séances maximum. Bien évidemment pas dans le domaine des traitements de la plaie, des traitements des plaies, pas du tout. Et par rapport à ça, je me suis dit, mais c'est dans un domaine comme ça Que qu'il faut j'aimerais. que je parte. Voilà. Mhm. Donc après, j'ai fait, comme classique, bilan de compétences, etc. C'est des formations, etc. c'est ça ? Voilà, c'était une formation d'1 an que j'ai suivie à Paris. Ok. Pourquoi Paris ? Parce que j'ai voulu faire, c'est l'école de Catherine Aliotta qui s'appelait avant IFS, Institut de formation à la sophrologie. C'est une école qui est reconnue par le ministère du Travail, déjà. Et en plus, il y a Catherine Aliotta est la présidente, la directrice de cette école, mais la présidente de la Chambre syndicale des sophrologues. Donc je voulais quelque chose, enfin une école, dirons-nous, qui tienne la route. Ok. Voilà. Donc j'ai fait formation d'hypnose donc à Paris et quelques années après, j'ai aussi fait avec une spécialisation ado-étudiant. Donc bien évidemment, Talence égale domaine universitaire. Ouais, donc bien placé. Voilà. Et après, quelques temps après, j'ai fait une formation d'hypnose parce que ça me traînait vraiment à cœur. Et avec une spécialisation arrêt du tabac. Parce que le stress, salue tous le les tabac fumeurs, et le s'ils veulent cœur arrêter. voilà, n'ont jamais fait bon ménage. Mais je ne suis pas là pour le tabac, mais voilà. Ok. Par rapport à votre sensibilité, donc votre sensibilité émotionnelle de vous, comment est-ce que vous vous situez ? Est-ce que vous vous situez en tant que personne assez sensible, très sensible, voire hypersensible ? Non, sensible. Ça dépend des circonstances aussi. Voilà. C'est ce qui si je peux dire, me faisait un peu peur avant de commencer à vraiment recevoir du monde. Parce que je me suis dit, oh là là, mais comment je vais recevoir ce que l'on va me dire ? Est-ce que je vais arriver à déjà pas transposer et en plus avoir ma barrière et être dans mon rôle de thérapeute. Donc ça, honnêtement, avant de commencer, je me suis dit, waouh, comment ça va se passer ? Et en fait, il y a vraiment une distance entre quand je suis dans mon travail, je suis bien évidemment avec la personne, bienveillance, empathie, etc., et quand je suis en dehors et qu'une personne que je rencontre, que je connais bien ou moins bien, me parle. On n'est pas du tout dans le même relationnel. Mais en fait, nous sommes toutes, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins sensibles. Et nous l'avons conscience depuis qu'on est enfant, en fait. Donc ça peut être un avantage et pour certains un handicap. Le côté avantage, c'est en fait d'éprouver des sentiments vis-à-vis de l'autre qui font qu'on essaye de le comprendre. Voilà. On a des petites antennes qui font qu'on comprend certaines choses. Voilà. Pour l'aider à aller vers son objectif. C'est ça, en fait. Oui, sans transposer, forcément. Ah oui, non, Sinon, pas du tout. Ça marche pas du tout. Alors, on ne transpose pas, mais il y a des moments quand une personne nous parle, il y a des choses qui peuvent résonner en nous. Hein. Ouais. Faut pas, on est humain. Bien sûr, Voilà, il ne faut pas non plus... Et du coup, comment est-ce que vous définiriez la sensibilité émotionnelle, la très sensibilité et l'hypersensibilité ? Alors, la définition exacte, c'est une aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion et de tendresse avec autrui. Donc, ça, c'est la définition. Quelqu'un qui est hypersensible, ça peut être un handicap, dans le sens où elle va avoir des ressentis au-delà de ce qui est raisonnable pour elle. Chacun a son barème. Son barème, voilà, son échelle. Donc, face à une même situation, deux personnes peuvent agir de façon différente ou la même personne peut agir de façon différente suivant où elle se situe dans sa période de vie ou comment elle est actuellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien parce que vous avez des événements importants, vous avez perdu votre travail, vous êtes en recherche de travail, ou sentimentalement ça ne va pas, ou il y a une personne dans votre entourage personnel, proche, qui peut être malade. Il y a des choses où, à ce moment-là, vous êtes un petit peu plus écorché vif
à fleur de peau. Et vous allez, la situation qui va se présenter devant vous, vous n'allez pas avoir le même regard que si vous êtes vraiment bien, voilà, en vous disant qu'est-ce qui me tombe encore dessus. Donc, du coup, ça peut agir encore plus sur votre sensibilité. Donc, ça dépend de l'échelle au départ. Si vous êtes déjà un peu sensible quand il vous arrive ce genre d'événement, bien évidemment, ça monte. Dans le cas où vous l'êtes moins, ça va monter, mais peut-être pas que ça devienne un handicap. Voilà, c'est ça. En fait, il faut voir, en fait, la sensibilité, c'est quand même un atout. Voilà. C'est tout pareil. C'est-à-dire qu'il faut un bon dosage dans la vie de tous les jours, être sensible... être sensible même au chaud, au froid, à un beau paysage, à un beau tableau. Voilà, ça va. Mais si dès que vous mettez la main sur, je sais pas, ouvrez le robinet, que l'eau est juste froide et que vous êtes... Voilà, cette sensibilité, elle est différente pour chacun. Et c'est comme au chaud. À un moment, il va falloir sortir la main parce qu'il vaut mieux que vous soyez un peu sensible parce qu'autrement, vous allez vous brûler. Donc, c'est différent pour tout le monde. En fait, ce que je pense, c'est qu'au fond de soi, il faut se sentir bien. Donc, si vous pleurez devant un film, en lisant un livre, mais vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, c'est votre vie. Oui. Mais si en dehors, je ne sais pas, vous voyez quelque chose et tout de suite vous vous mettez ou devant un supérieur hiérarchique, etc. Il vous dit quelque chose et tout de suite vous vous mettez à pleurer ou à avoir les larmes ou à avoir des ressentis physiques, là ça peut être handicapant pour vous. Voilà, ça dépend aussi du contexte de la situation. Sauf si on l'accepte aussi. Il faut l'accepter. Oui, voilà, si on est en phase avec soi-même ou pas, quoi. Voilà. Il faut l'accepter, déjà pour le travailler, il faut l'accepter. Voilà. Après, ça peut être aussi difficile par rapport justement à un supérieur hiérarchique. Si nous, on n'a aucun problème en tant que personne sensible à pleurer devant quelqu'un, ça peut être un problème dans le sens où le supérieur hiérarchique, justement, lui, n'est pas prêt à ça. Ça peut le déstabiliser et puis du coup le mettre un peu plus sur les dents. Voilà, deux choses possibles. Soit il se dit comment il est celui-là, comment elle est celle-là, et il va être plus agressif avec vous. Peut-être aussi parce que ça résonne en lui. Oui, c'est ça. Parce que voilà. Totalement. Et d'un autre côté, aussi, cette sensibilité peut l'amener à se dire je suis peut-être allé un peu trop fort, quoi. Peut-être un con. sans aller jusque-là, mais se dire, tout le monde est humain et il y a des moments, même moi je suis sophrologue, mais je peux dire certaines choses à des gens en me disant, waouh, enfin pas d'un point de vue professionnel, personnel, en me disant, t'as peut-être été un peu brut de décoffrage, quoi. Mal dosé. Mal dosé, donc donc en fait, la sensibilité c'est une émotion. Soit elle vient de l'extérieur, du regard de l'extérieur, donc voilà, soit par le souvenir d'une image intérieure. Je pense à quelque chose. Et j'ai une émotion qui sort. J'ai une émotion. Alors, si c'est de la joie, tant mieux. Enfin, il ne faut pas non plus que ça soit, vous mettiez à éclater de rire tout fort. Tout seul, l'euphorie. Non, mais imaginons, il y a des fous rires qui ne sont pas bien vus. Et imaginons, vous avez un fou rire, je ne sais pas, vous êtes dans une église, il y a un décès, enfin... Même en cours, déjà, c'est mal vu, alors dans une église... Voilà. Non, mais je prends cet exemple comme j'en prendrai un autre. Mais voilà, il y a ce côté, émotion qui peut être très positive. Et il y a le côté émotion par le souvenir d'une image. À ce moment-là, le cerveau, il traite l'information, il envoie un message au corps qui réagit par une réponse extérieure. Je pleure. Voilà. Donc, et là, c'est pas que vous voulez pleurer. Vous vous dites, non, mais il faut que je pense à autre chose, il faut que je me concentre, etc. Mais les larmes arrivent, ou la tristesse, ou voilà quoi. En fait, c'est des tensions intérieures. Donc, si c'est vraiment qu'intérieur, battement du cœur, les gens vont pas s'en rendre compte. Voilà. Mais si c'est je tremble, je pleure, là, par contre, on s'en rend compte. Et du coup, justement, comment la sophrologie va agir sur la sensibilité et l'inverse. Et aussi, donc, dans votre métier, comment l'hypnothérapie, elle agit sur la sensibilité? Est-ce que les deux agissent différemment? Est-ce qu'il faut un peu des deux quand ça devient un problème? Comment c'est géré grâce à la sophrologie et à l'hypnothérapie? D'accord. Donc, en fait,
En premier, quand la personne vient me voir, la première séance, c'est pas vraiment une séance pratique, on appelle ça l'anamnèse, donc je collecte toutes les informations. C'est-à-dire que déjà, j'ai besoin de savoir, on en revient toujours à cette échelle, quels sont les problèmes que la personne ressent. Il faut que je l'écoute, il faut impérativement, elle déculpabilise, ça c'est sûr. Il faut qu'elle comprenne aussi pour apprivoiser, si on peut dire, son miroir. Pourquoi je suis comme ça ? Donc en fait, souvent, ce qu'on arrive à avoir, c'est... déjà, il y a plusieurs émotions qui existent. Il y a les émotions primaires, secondaires, et on essaye de savoir pourquoi la personne, elle se met dans cette situation-là. Donc face à ce qui se présente, elle est sensible. Par exemple, elle va se mettre à avoir peur, ou elle va se mettre en colère, ou avoir de la tristesse, du dégoût, ou de la surprise, de la joie. Bon, surprise, joie, on va peut-être pas trop en parler là, bien que ça peut être étudié, mais voilà. Donc on essaye de savoir la peur qu'elle a. Voilà. L'émotion qu'elle a, pardon. Et en fait, c'est parce que ce que je dis, c'est qu'un besoin n'est pas comblé. Pourquoi je réagis de telle façon ? Parce qu'à l'intérieur de moi, ça résonne et j'ai quelque chose qui n'est pas comblé. Voilà. C'est-à-dire la peur. Si j'ai peur, à chaque fois, je suis sensible et j'ai peur, j'ai besoin de me protéger, de me sentir en sécurité. Donc c'est peut-être que le besoin qui n'est pas comblé, c'est celui-ci. Mmh. La colère, j'ai besoin de défendre mon territoire, d'être respecté, écouté, c'est-à-dire face à son supérieur hiérarchique dont vous parliez tout à l'heure, ou autre personne, voilà. Vous vous sentez agressé, on rentre dans votre territoire, et là, ça résonne en vous, pour diverses raisons, et là, vous sortez les dents, les griffes, et vous démarrez au quart de tour, et vous-même, vous vous dites, mais c'était disproportionné, mais bon, vous la mettez peut-être pas devant la personne sur le coup, et vous vous en rendez compte qu'après, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, la tête dans le guidon, là, la colère, elle sort, elle a besoin de sortir. Après, il y a la tristesse. Donc, on est sensible et du coup, on va être triste. Et ça a un besoin d'attachement, de lâcher prise, parce qu'on vit quelque chose que soit on voulait... Enfin, je me réexprime différemment. C'est un besoin d'attachement, de lâcher prise, vivre sans ce que j'ai perdu ou ce que je souhaitais. Voilà, c'est-à-dire que la personne vous dit quelque chose et vous vous sentez triste parce que vous aviez espéré un poste, vous aviez espéré quelque chose en amour et vous l'avez pas. Ou vous le perdez, la personne vous quitte, etc. Donc, il y a des gens, alors peut-être pas quand on s'est engagé depuis nombreuses années, mais il y a des gens qui peuvent passer en amour d'une personne à une autre sans pour que cela, elle soit au fin fond du trou, parlant familièrement. Et puis il y en a d'autres, elles ont pourtant vécu avec quelqu'un ou commencé à faire quelque chose 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et puis elles ont du mal à s'en remettre. Mmh. La boîte mouchoir en papier est sortie. Et là, en fait, voilà, c'est parce que ce besoin d'attachement dont la personne avait besoin, elle l'a perdu ou elle n'est pas arrivée à l'avoir. Voilà. Donc, et puis, dégoût, ça peut être aussi besoin de repousser ce qui est toxique. Mmh. C'est-à-dire, voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, ça me dégoûte. Et c'est disproportionné, parce que la même personne, ça ne la dégoûtera pas. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est toxique qui vous parle. Voilà. Donc déjà, ça, c'est hyper important. D'identifier, justement. Voilà, il y a besoin d'identifier. C'est surtout la personne qui a besoin d'identifier ce besoin qui n'est pas complet. Déjà, quand elle prend conscience, waouh, ce qui fait que quand elle va se retrouver, c'est ce que je lui dis, quand vous allez vous retrouver dans une situation similaire, essayez de voir, parce que ça ne va pas partir comme ça par miracle, essayez de voir déjà pourquoi vous avez telle ou telle réaction. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Quel est ce besoin qui n'est pas comblé ? Écouter, regarder, comprendre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est très important. Et en fait, ce qui va se permettre, donc en sophrologie, déjà, la personne, elle a compris. Voilà, elle comprend. On va d'abord éliminer les tensions musculaires du corps. Le corps se relâche en détente. Ça va faire du coup la même chose avec les structures mentales.
ce qui permet en fait au thérapeute de programmer du positif. C'est-à-dire, si vous êtes très tendu, on ne va pas arriver mentalement à vous programmer du positif. Hein. Là, il faut comprendre. Ça fait sens en plus. Donc voilà, donc là, c'est la tension, ces tensions musculaires. On est obligé de passer en sophrologie par ce relâchement, cette détente, qui va entraîner une ouverture d'esprit pour accepter des choses positives. Voilà. On peut créer en fait de façon consciente des émotions positives. Au niveau du cerveau, on dit la pensée vaut l'action. C'est-à-dire que quand nous pensons quelque chose de positif, du calme, un paysage, etc., notre cerveau plus notre corps deviennent calmes. Ils empruntent en fait le même circuit. Donc c'est ce qu'on va utiliser en sophrologie. Donc moi, je dis souvent... les outils de respiration, des contractions musculaires, etc., qui s'appellent de la relaxation dynamique, c'est en fait un petit peu pour vous en servir à l'instant T quand vous en avez besoin. Je me trouve dans une situation, j'inspire, je bloque, je contracte, je souffle, enfin voilà, soit vous ne pouvez pas toujours le faire devant la personne, mais vous pouvez le faire très rapidement après. Vous isolez 3 minutes, hein, même si vous êtes dans un open space, voilà, derrière votre bureau ou en allant un petit peu aux toilettes ou dans le couloir. Hein, voilà. Là, intérieurement, il faut que je baisse le thermostat, le niveau d'émotion que j'ai, de sensibilité, pour que je m'apaise. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la personne est au fauteuil. Donc, verbalement, en sophrologie, il n'y a que du verbal. On ne touche pas la personne. La personne est au fauteuil, je suis à côté en tant que thérapeute, ma voix baisse, mes temps de pause, et je détends la personne, de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. Quand cette dernière est bien détendue, elle ne dort pas, hein, attention, elle est entre la veille et le sommeil. Il y en a qui s'endorment. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, dans ce cas-là, il faut que je monte un peu ma voix. Dans ces cas-là, vos filtres, vos barrières qui vous constituent tombent. Ils s'éteignent pas, hein, ils s'amenuisent, si vous voulez, ils se baissent. C'est-à-dire que ce côté sensible se baisse un petit peu. Et là, on utilise les ressources de la personne. Donc, j'écris un texte, je peux prendre un texte où la personne peut être calme dans certaines situations, etc. Et j'informe en fait son cerveau que ce côté calme, il a à l'intérieur de lui et il va pouvoir le réutiliser. Donc votre cerveau, dans cet état-là, quand vous êtes bien détendu, il ancre ce qu'on lui dit. On est à la mode du tatouage, c'est-à-dire que marqué au fer rouge, il l'ancre à l'intérieur de lui. Là, autour de cette table, si je vous dis Jean, Lucille, ça serait sympa de lâcher prise, enfin, je ne vous le dirai quand même pas comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez l'entendre, mais c'est pas pour ça que ça va s'ancrer. Hein, moi, j'appelle ça, c'est un peu du décalcomanie. À la première pluie, vous sortez, ça s'efface. Dans cet état-là de grande détente, votre cerveau, il l'ancre. Voilà. Donc là, c'est ça qui est important, de faire remonter certaines choses, soit liées à des souvenirs, soit on peut créer une situation. Votre cerveau, dans cet état-là, ne fait pas la différence entre un souvenir et quelque chose que l'on lui crée. Donc, je peux créer une situation dans le cas où, vous êtes... votre cerveau ne fera jamais quelque chose qui est contre nature, hein, c'est-à-dire qu'il vous mettra jamais en danger. Hein, voilà. Donc même si j'écris un texte en votre faveur. Je vous mets sur un... Voilà. Et donc là, votre cerveau, je lui explique qu'il peut être calme, détendu, cette sensibilité, le curseur peut revenir à quelque chose qui est agréable pour vous, parce que c'est différent pour tout le monde. Voilà. Et donc, en fait, il va l'ancrer. Et quand la situation va se présenter, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de lui, il va y avoir en fait des informations qui vont arriver en lui disant « Oulou, on remet le curseur à la bonne place. » On se calme. Donc ça, c'est surtout en sophrologie. Alors, donc il y a beaucoup de pouvoir de respiration déjà. Moi, j'aimerais juste dire un truc au cas où il y a des gens un peu sceptiques par rapport à ça qui nous écoutent. Donc du coup, moi qui ai fait de la sophrologie avec vous, justement cette étape de détente, moi au début j'étais pas hyper persuadé que ce genre de choses allait marcher sur moi, et vraiment dès la première séance j'ai senti que déjà je me calmais alors que j'étais pas calme du tout en rentrant dans le cabinet. C'est normal. et c'est vraiment il y a eu une séance moi qui m'a vraiment bluffé, enfin c'était impressionnant ce que j'ai ressenti, c'était justement cette séance un peu sur les souvenirs agréables,
Et vraiment, j'étais dans le fauteuil, je pouvais bouger si je voulais bouger, oui. mais j'avais pas envie de bouger en fait. Voilà, C'était c'est ça. super bien. Et justement, ce souvenir qui était remonté, j'avais l'impression vraiment d'y être et de me le refaire, mais avec que les moments agréables. Et c'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression de ressentir la lumière qu'il y avait à ce moment-là, les odeurs. Et pour quelqu'un qui était pas, j'étais pas sceptique non plus, mais j'étais pas en mode, ok, c'est ça qui va marcher, tout ça. C'était vraiment impressionnant. Du coup, voilà, je tenais juste à le dire. Oui, voilà, je pense que quand on l'a jamais vécu, quand la première fois je dis à la personne, alors voilà, vous allez être au fauteuil, moi je vous touche pas et je vais vous détendre. Je préfère un massage, personnellement, ça marche beaucoup mieux. Honnêtement, la personne, si elle en a jamais entendu parler, etc., même sans être sceptique, elle se dit, ouais, c'est sûr que là, elle est à 1 mètre de moi, je vois pas trop comment elle va arriver à me détendre. Mais bon, ce sont des techniques, ce sont des outils, c'est-à-dire... Voilà, il faut faire tomber ces barrières. Mais vous ne dormez pas. Vous êtes vraiment entre la veille et le sommeil. Dans cet immeuble, il y a des bruits, voilà, de la vie de tous les jours, parce que je ne suis pas seule à consulter. Et donc, on les entend. Si j'ai besoin de vous poser une question, vous pouvez y répondre. Bon, en sophrologie, quand vous êtes en état comme ça, d'état modifié, comme je vous pose rarement de questions. Voilà, donc en fait, voilà, la sophrologie, il faut savoir qu'il y a ce pouvoir de respiration qui est très important, aussi bien la respiration haute pour les angoissés et la respiration ventrale pour ceux qui ont désespérément besoin de se calmer. Ça permet de canaliser, de se recentrer sur ses priorités. Voilà. Et c'est pas en fait juste la respiration qu'on a classique. Ça va vous permettre de découvrir la respiration en pleine conscience. Je respire pour me calmer. Pour me rassurer, pour m'apaiser, pour me donner la force de continuer sur cette voie-là. Il y a plusieurs respirations qui existent. Et en fait, alors par rapport à l'hypnose, bien évidemment, en parlant avec la personne, je ne lui dis pas, il y en a, on fera que de la sophrologie. Il y en a, on mélangera sophrologie et hypnose. Mais la personne avec qui je vais faire une séance d'hypnose, je lui en parle la fois d'avant. Enfin, on en parle, elle me dit oui, là ça serait bien, j'aimerais bien qu'on fasse de l'hypnose. Donc en fait, c'est un outil qui est vraiment très efficace pour gérer votre inconscient et vos comportements. L'hypnose, ça permet en fait d'atteindre des mécanismes plus profonds qui ont déclenché ces émotions exacerbées. Parce que c'est ça en fait, c'est parce que c'est des émotions qui sont trop fortes à un moment donné de votre vie. Et l'objectif, c'est de leur donner une nouvelle direction, adapté à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc, je vous donne un exemple. Une personne vient me voir, elle ne supporte pas, je ne sais pas moi, les chiens. Elle a peur des chiens, très sensible quand elle voit un chien qui arrive, voilà. Parce que, une fois, elle s'est retrouvée petite, ado et grande, ça dépend de la personne à quel âge elle vient me voir. Elle vient me voir. Et puis, elle s'est retrouvée un jour face à un chien. Donc ça, c'est l'émotion. L'émotion, elle voit le chien. À l'intérieur, il y a un comportement qui arrive. Soit elle se met à pleurer, soit elle se paralyse, etc. Et 3 situations se présentent. Soit elle part en courant, soit elle reste figée, paralysée, ou soit elle combat le chien. Bon. Oui, voilà, ça dépend. Voilà. Du coup, ça s'est vraiment imprimé en la personne. Et maintenant, dès qu'elle voit un chien, ou des chiens, ou même, ça peut être autre chose, ça s'est tellement ancré que c'est disproportionné, cette sensibilité, cette émotion. Et là, en fait, on va aller travailler au nœud du problème. C'est-à-dire que alors l'hypnose, c'est pas l'hypnose de spectacle qu'on voit, c'est bien le cas de dire. C'est la poule. Voilà, la poule, le chien qui aboie, vu qu'on est avec les chiens, c'est pas du tout ça. C'est en fait repartir à la source du problème, c'est-à-dire en fait dans un état d'hypnose, c'est un tout petit peu plus profond que la sophrologie, mais celui qui a déjà fait de la sophrologie, en fait, il voit pas qu'on est un peu plus profond. Sauf que en fait, c'est une danse à deux. En fait, je vais vous guider pour qu'il y ait un changement de comportement. Que vous ayez, c'est un petit peu comme si je vous ai amené sur un plateau, sur un couloir où il y a plusieurs portes, et que je vais dire à votre cerveau que maintenant, bien évidemment, il acceptera s'il considère que c'est bien. Attention, que maintenant, on va ouvrir la porte où la personne
c'est normal qu'elle soit attentive, parce qu'elle va quand même pas se faire mordre par un chien, mais pas de là en avoir peur, à être paralysée, à partir en courant. Ça peut être ce type de peur. Ça peut être quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, pour diverses raisons. Je connais une dame, elle était venue me voir parce qu'elle avait peur, donc c'était une sensibilité importante. Dès qu'elle montait dans une voiture, qu'elle ne connaissait pas le conducteur, si elle ne conduisait pas, ça n'allait pas du tout, parce que plus jeune, elle avait eu un accident de voiture en étant passagère. Donc vous voyez, donc là, des pleurs, elle se sentait mal, oppression, etc. Personnellement, j'avais peur de mettre la tête sous l'eau. Quand j'étais petite, vers l'âge de 4-5 ans, j'étais en train de jouer, faire mes pâtés de sable sur le bord de la plage atlantique. Et puis, mes parents étaient en train de parler. Et là, une vague est arrivée. Elle m'a surprise. Elle m'a ramenée. Et une deuxième. Et donc, je suis sortie de là trempée. Je pense qu'il ne me serait rien arrivé de spécial. Et mon inconscient a dit, là maintenant, Virginie, tu ne mettras plus la tête sous l'eau. Très adaptée à 4-5 ans pour me protéger, plus du tout à l'âge adulte. Oui. Ah, voilà. Donc en fait, c'est ce déconditionnement. Quand on dit qu'on hypnotise la personne, c'est plutôt qu'on la déshypnotise. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et on sort de ce cadre, on fait un changement parce que c'est plus du tout adapté. Donc quand la personne vient me voir et que vraiment c'est par rapport à quelque chose de très précis, là, on peut utiliser directement l'hypnose. Ah oui, ok. Mais si elle vient me voir, elle a peur, elle a des ressentis de stress, mais que dans ces cas-là, on va peut-être pas faire des séances ou une séance de sophrologie. Il n'y a pas besoin ces ressentis-là, c'est sur des stress aigus. C'est pas un stress chronique où la personne, du lundi au vendredi, elle est stressée dans son travail, elle n'a pas confiance en elle, etc. Et ça, c'est de la sophrologie, du coup. Voilà, là, dans ce cas-là, j'utilise la sophrologie. Je peux mixer les deux, mais voilà. Quand la personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle, mais pour une raison très, très, très particulière, on essaye de savoir quel est son besoin, qu'est-ce qui n'a pas été comblé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très proche, parce que comme je vous ai dit, dans la sophrologie, il y a un courant d'hypnose. Mais ça, c'est mon métier qui fait que je me rends compte, voilà. Puis il y a des gens, franchement, ils se disent, oh là là, non, je vais pas faire d'hypnose parce qu'ils ont très peur. Ça fait peur, en fait, quand on Voilà. en parle comme ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est en fait déprogrammé. Des personnes qui viennent me voir, alors l'hypnose, arrêt du tabac, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant. Bien évidemment, l'hypnose, il faut y croire. Si vous y croyez, ça va fonctionner. Je voulais poser comme question aussi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est évident. Personne qui vient me voir et qui me dit, par rapport au tabac, je fume, oui, donc pourquoi fumez-vous ? En général, il y a plusieurs éléments, mais bon, pourquoi fumez-vous ? La personne me dit, parce que je fume quand je suis stressée. Donc je lui dis, du coup, vous fumez depuis longtemps ? La personne me dit, voilà, je fume depuis. Donc je lui dis, vous devez être hyper zen. Bah oui, elle fume quand elle est stressée. Donc ça veut dire que quand elle fume, maintenant qu'elle fume depuis, elle est tout le temps zen. Et là, la personne déjà prend conscience que non, le besoin n'est pas comblé. On en revient toujours à la même chose. Elle vient me voir parce qu'elle me dit, je fume et c'est pas une histoire de zen, là, mais ça me rassure de fumer. Donc je lui dis, donc ce petit bout de papier, hauteur quelques centimètres, ça vous rassure. Donc oui, voilà. Donc ça me permet quand je fume de réfléchir. Ok. Donc, vous réfléchissez, donc ce bout de papier vous donne les réponses. Vous voyez ? Qui parle à sa clope. Voilà, donc ça, la personne, d'un seul coup, elle se dit, ah oui, voilà, c'est ça. Et donc, on part sur ce chemin-là, mais il y a parfois plusieurs chemins. D'accord. La personne peut se dire, je vais arrêter de fumer parce que là, j'ai peur, le corps médical m'a dit, voilà. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs chaînons, et on part sur ce domaine-là. On désacralise, démystifie, on sort de ce cadre. Quand les personnes me disent oui, je fume depuis nombreuses années, et donc moi quand j'ai commencé à fumer, c'est parce que j'étais ado, donc je faisais comme les autres. Et donc du coup, elle prend conscience que elle veut plus faire vraiment comme. Vous avez vieilli. Voilà. Est-ce que vous voulez vraiment faire comme les autres ? Est-ce que vous faites tout ? Voilà. Donc c'est plein d'éléments, et donc peu importe le thème abordé, que ça soit tabac, que ça soit sensibilité, etc., c'est déjà une prise de conscience. Voilà. Et après, on travaille là-dessus.
Et si vraiment vous y croyez, ça fonctionne. Il y aura des déblocages. Moi, je dis souvent, les personnes, on parle souvent du déni de grossesse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le déni de grossesse. Voilà. Donc la personne, la dame est enceinte et le bébé est positionné de telle façon que ça ne se voit pas au niveau du ventre. Et puis voilà. Et à un moment donné, dans le cas où la femme s'en rend compte avant d'accoucher, c'est pas elle-même, il n'y a pas le déblocage, c'est pas elle-même, c'est le médecin, le thérapeute, je parle pas de moi, c'est-à-dire le gynécologue, la sage-femme, etc., qui lui dit « Madame, vous êtes enceinte ». Dans les 24 à 48 heures qui suivent, la personne, physiquement, a le volume de son ventre, elle est enceinte du nombre de mois, on le voit, ou si elle est enceinte de 6 mois, ça va paraître, etc. Donc ça montre bien qu'il y a eu un déblocage. On le voit physiquement, mais le médecin, il n'a pas dit au bébé remets-toi devant. C'est qu'il y a eu un déblocage mental. D'accord. Donc ce déblocage mental, il peut agir pour tout ce dont on vient de parler avant. Sauf que quand c'est, exemple, dans le cas que je viens de vous donner, le déni de grossesse, on se dit ah oui, il y a vraiment eu un déblocage. Oui, parce qu'on le voit physiquement, mais il n'y a pas spécialement besoin de le voir physiquement. Alors la personne, elle va s'en rendre compte que ça va mieux parce que elle a plus peur dans cette circonstance-là, elle est moins sensible, elle se met moins à pleurer, le rythme de son cœur, les battements, son oppression est moindre. Voilà, elle va s'en rendre compte. Mais le commun des mortels, il va peut-être pas s'en rendre compte, quoi. Voilà. Et du coup, comment votre propre sensibilité, donc encore sensibilité émotionnelle, entre-t-elle en compte dans votre métier? Est-ce que ça peut l'influencer? Est-ce que ça peut être un frein? Des fois, vous avez besoin de la canaliser? Alors, ma sensibilité, dans ce cas-là, je pense qu'elle est à hauteur du thérapeute. Voilà, là, je suis pas Virginie. D'accord. Je suis Virginie Cotreau, sophrologue. D'accord, voilà, ok. ou hypnothérapeute. Il y a un recul impressionnant. Ah oui, il y a un recul, voilà, tout en étant très bienveillant vis-à-vis de la personne et empathique. Mais parce que parfois les gens me rencontrent des choses qui sont vraiment lourdes. Alors, je fais bien la différence pour quand même. Les gens ont besoin, et je le sens déjà, cette sensibilité. Les gens viennent me voir et me disent certaines choses, je leur dis, c'est pas de mon ressort. Il faut que vous alliez voir un psychiatre, un psychiatre, psychologue, etc. C'est-à-dire que quand c'est vraiment ancré depuis nombreuses années, il y a des choses, exemple, une personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle. Mais elle n'a pas confiance en elle pour ses examens. Voilà, c'est une chose, on le travaille. La personne vient me voir, elle n'a pas confiance en elle parce que depuis qu'elle est petite, ou il est petit, on lui a dit, ton frère est mieux, ta sœur est mieux, ton cousin, t'es un moins que rien, enfin même sans le dire comme ça à ce niveau-là, mais ça c'est tellement ancré que là, il y a un bagage qui fait que là, il faut aller voir un psy. Et en fait, avec le psy, ils vont dénouer, voilà. Et là, dans le cas où ça y est, là je travaille parfois avec des psys qui m'envoient, qui me disent, voilà, ça serait bien que vous receviez monsieur et madame machin, parce qu'on peut le faire en même temps. Hein. La personne est en thérapie avec moi, je vois que ça va beaucoup mieux, mais malgré tout, il y a des ressentis qu'il faudrait que la personne s'apaise. Donc, en fait, on peut avoir dénoué avec le psychiatre, le psychologue, par exemple, se dire, ça y est, maintenant, je sais pourquoi je n'avais pas confiance. Mais c'est pas parce qu'on sait pourquoi on n'a pas confiance qu'on a développé sa confiance. C'est à ce moment-là, en gros, avec le psy, elle va enlever les couches, le gros couvercle ou les gros couvercles qu'il y a dessus, ou les chaînes, les verrous, vous mettez les obstacles, les freins, enfin vous mettez ce que vous voulez en termes. Et dessous, ça y est, la marmite, on voit, là on va faire bouillir. Hein, donc on va faire bouillir la confiance, l'estime de soi. Voilà, donc c'est vrai que il faut quand même remettre les choses en place. On peut travailler en collaboration, mais chacun son rôle. C'est comme un médecin. Il y en a un qui va être cardiologue, l'autre va être endocrinologue, neurologue. Ils sont tous entités médecins, mais chacun a sa spécialité. Je ne pense pas que le neurologue va aller faire le métier du cardiologue. Voilà. Mais là, c'est pareil. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis sophrologue, hypnothérapeute. Je ne prends pas le rôle du psychiatre, du psychologue, mais on peut travailler en synergie. Donc vous arrivez vraiment à canaliser entre guillemets votre sensibilité et à faire la part des choses. Voilà, faire la part des choses et puis bien expliquer aux gens que
ils ont vraiment ce potentiel à l'intérieur d'eux. Mmh. Et du coup, sa sensibilité, c'est aussi de leur faire comprendre qu'ils vont y arriver, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, Alors, comme vous nous disiez, oui. Juste la sensibilité, je m'en sers... parfois, je sors un peu de mon cadre. C'est-à-dire que certaines personnes viennent me voir parce qu'elles ont des problématiques. Et je peux aussi leur dire, ben voilà, ce serait peut-être bien que vous regardiez ce livre, lisiez ce livre, regardiez ce film, regardiez cette émission, allez voir un autre thérapeute, parce que je suis partie d'un groupe où voilà, certaines personnes peuvent venir me voir et ont besoin d'aller voir un sexologue ou des choses comme ça. C'est pas évident d'en parler. Moi, personnellement, je connais d'un point de vue thérapeutique, je connais une sage-femme sexologue. Donc, parfois, ça peut faire moins peur à la personne de se dire, voilà, elle va m'envoyer voir quelqu'un à qui elle a confiance. Voilà, parce qu'on peut pas tout résoudre. Exemple, cette sensibilité en amour, où il y a des gens, ils ont vécu des traumas. Moi, je peux pas... voilà. Mais du coup, ils sont fermés à toute sexualité ou voilà, ce genre de choses. On peut travailler en collaboration. Voilà. Donc là, c'est peut-être ça ma sensibilité qui fait que je vais me dire, tiens, ça serait peut-être bien que cette personne voit telle ou telle personne. D'accord. Après, elle y va pas. C'est pas pour ça qu'on va pas continuer. Mais ou alors, récemment, j'ai vu une émission sur Internet. Et je suis une personne, et du coup, je lui ai envoyé un message un soir, un SMS. Je lui ai dit, ça serait peut-être sympa que vous regardiez telle ou telle émission, ça peut vous aider. Donc là, c'est ça ma sensibilité, c'est que les personnes, ça peut les rassurer. Oh, je ne suis pas exceptionnelle, mais ça peut les rassurer de se dire, voilà, elle me prend dans cette globalité, elle ne va pas pouvoir tout traiter, mais elle saura me dire... peut-être d'aller voir telle ou telle personne en plus. Mais je trouve qu'il y a une forme d'humilité dans le métier que vous faites du coup, comment vous le faites, qui est hyper importante justement pour les gens, pour les gens qui viennent vous voir, c'est de dire je suis pas face à quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes, quoi. C'est... Ah oui, ma parce grande qu'il y a phrase. il y a beaucoup de thérapeutes qui se croient capables de tout régler, je pense. C'est pas possible. Déjà, comme je vous ai déjà dit, exemple, le médecin qui n'est... Voilà. Le médecin généraliste, même généraliste, enverra vers un spécialiste. Voilà. Et oui, alors comme je dis souvent, c'est ma grande phrase, quand les gens viennent me voir, je ne peux pas tout résoudre. Et je leur dis, ici, on est à Talence. On n'est pas à Lourdes, je ne fais pas des miracles. C'est vrai, je me rappelle. Voilà, non mais c'est vrai, il faut remettre... je vois, j'ai reçu une personne hier, et donc on fixe un objectif. Qu'est-ce que veut la personne ? Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elle vienne et qu'elle sache pourquoi elle vient. Voilà. Et à chaque fois, je lui dis, voilà, cet objectif, c'est développer la confiance, l'estime de soi, se calmer, se détendre, lâcher le stress, lâcher prise, etc. Donc la personne vient avec un objectif. Et je lui dis, imaginez-vous dans quelques semaines quand vous aurez atteint cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez comme ressenti physique, émotionnel, et qu'est-ce que ça vous permettra de faire ? Et donc, en action. Et donc là, par exemple, hier, il y a une personne qui m'a dit, moi, là, dans ce cas-là, j'aimerais bien que telle et telle personne se sépare. Alors il faut engager un tueur en série, du coup. Là, ça, c'est pas possible. Voilà. On se moque pas. Non, tout à fait, je ne me moque pas. Mais c'est parce qu'elle vivait une situation qui était anxiogène pour elle. Et donc, la meilleure solution pour elle, en action après, c'est qu'elle se calme, mais qu'en fait, ces personnes ne soient plus... Voilà. Donc, là, je lui dis bien, je recadre, là. Je dis, non, c'est pas possible, on peut pas... Voilà. Ça marchera peut-être, mais ça sera pas lié à la sophrologie. Et donc, comme vous me disiez que vous étiez sensible, comment vous avez fait au fil des années pour réussir justement à avoir ce recul, cette humilité, comme on disait ? Ou est-ce que c'est venu tout de suite, c'est venu tout de suite, C'est venu naturellement. Vous voyez, par rapport à mon ancien métier où je travaillais, comme je vous ai dit, pour les hôpitaux et les cliniques, il m'arrivait d'attendre entre deux opérations, de pouvoir voir le chirurgien ou le médecin ou autre pour qu'on mette les essais en route de tel et tel produit avant que ça soit dans les officines en ville, voilà. Et donc j'attendais. J'étais d'une patience. Par contre, quand j'allais chez mon médecin généraliste pour moi,
J'avais un médecin qui était très ponctuel parce que j'aurais pas supporté d'attendre Dans une salle d'attente. dans une salle d'attente. Bon, 5-10 minutes ça va, mais 1 heure, j'aurais eu du mal. Ouais. Voilà. Et donc, j'étais plus dans le même cadre. Professionnel, j'acceptais d'attendre et ça me gênait pas. Personnellement, voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. Ok. C'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, j'ai cette sensibilité qui est là, et tant mieux, parce que bon, voilà. Mais elle n'est pas exacerbée. Mhm. Et du coup, je reste à ma place de thérapeute. Je ne suis pas son pote, sa confidente. Et en dehors, et on dit souvent, on ne traite pas les gens qu'on connaît. Mhm. Pourquoi ? Oui. Pour cette raison-là, entre autres. Parce qu'il y a trop d'affect. Voilà. Et là, dans ce cas-là, je ne suis pas du tout pareil. Je peux m'émouvoir de ce que peut me raconter une amie, une copine, d'avoir une sensibilité autre. Alors là, je pense que maintenant, se mélange un peu le côté thérapeute et ami. Oui, Oui, forcément. Mais voilà, il y a des moments quand je parle à des amis, je leur dis, bon, maintenant, c'est plutôt la thérapeute qui parle que, voilà. Mais voilà, voyez la différence qu'on arrive à faire et cette sorte de barrière que l'on met, ce filtre, c'est plutôt un filtre. C'est que vis-à-vis de l'autre, on se prend pas ses problèmes comme un uppercut, quoi. Voilà, ça me déstabilise. Non, on est là en tant que thérapeute. Mhm. D'accord. Et du coup, vis-à-vis des gens qui viennent vous consulter, c'est quoi le quota un petit peu de gens, on va dire, très sensibles et de gens qui sont un peu moins sensibles ? Il y a peut-être que des gens sensibles. Enfin, après, comme vous avez dit au début, Oui, moi, tout je le suis monde a assez... sa sensibilité. Voilà, c'est ça. Mais... Voilà, donc Disons des gens plus proches de l'hypersensibilité et des gens moins proches. alors on dit que les hypersensibles, il y en a 20% en tout. Ouais, c'est ce qu'on a donc, vu aussi. Donc du coup, je suis pas sûre d'en recevoir 20%, faut pas non plus exagérer. Mais je saurais pas dire, en fait, chacun arrive avec son bagage. Ouais. Et à situation, il n'y a pas de situation égale, mais des choses que la personne peut vous raconter, elle va se mettre à pleurer. La première fois, en général, après, c'est bon. Elle va se mettre à pleurer parce que ça remonte. Et donc, ça blesse, ça fait mal. Et quand elle l'a sorti, c'est bon, elle l'a dit. Et puis, il y a des gens, je ne saurais pas dire pourquoi, qui vont me dire, qui sont suivis, mais qui vont me dire, je vous dis quelque chose, je ne l'ai jamais dit à personne. Donc, c'est fort pour eux, c'est hyper fort. Alors ça, par contre, vous voyez, la première fois qu'on m'a sorti ce genre de phrase, intérieurement, ça m'avait un peu déstabilisée. Maintenant, c'est bon, voilà. Alors, c'est pas à chaque fois, attention, qu'on me dit ça. Mais là, du coup, bien évidemment, le ressenti de la personne, il va être beaucoup plus fort parce qu'elle ouvre quelque chose, quoi. Elle ouvre un chapitre de sa vie, elle ouvre un volume, un livre, ce que vous voulez. Et là, du coup, parfois, waouh, ça y est, elle l'a sorti, donc elle va se mettre à pleurer, etc. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui viennent vous voir, ça dépend du degré. Voilà, quelqu'un qui vient me voir et qui se dit il faut que je fasse quelque chose, parce que dès que je passe des examens, des concours, je perds mes moyens, j'arrive pas à retranscrire sur une feuille ce que j'ai appris ou reverbaliser lors d'un oral, elle vient pas spécialement en pleurant. Vous voyez ? Donc, par contre, cette même personne, si elle a fait un échec 3 fois de suite sur le même truc, oui, là, elle peut arriver en pleurant. Donc, la sensibilité, c'est par rapport à ce qu'on a vécu précédemment, quoi. Et puis, en fait, on est tous différents. Alors, il ne faut pas dire que la fille est plus sensible que le garçon, parce qu'alors attention, sinon on va se faire taper. Oui, non, en fait... C'était vrai en 1920. Alors, vrai aujourd'hui. C'est pas que ça soit faux, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, la petite fille, depuis qu'elle a été petite, on lui autorise à être sensible. À pleurer. À pleurer, ouais, à exprimer ça. Voilà, une petite fille, elle tombe, elle fait du vélo, elle court, elle va se relever, elle va se mettre à pleurer. Le garçon, il se fait un bandage direct avec son pull. Peut-être, Jean, je sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, c'est ça en fait, c'est que la petite fille, on l'a pris dans ses bras, dans ce cas-là. On s'est pas dit qu'on prenait pas le petit garçon dans ses bras, dans ces cas-là, mais les hommes, ils peuvent ressentir autant de sensibilité que les femmes.
pour les événements du quotidien, mais la petite fille, on lui a laissé montrer ses émotions. Comme on dit, c'est un truc de fille. Et donc, les filles, en fait, elles se sentiraient du coup plus facilement autorisées à montrer leurs émotions. Puis en plus, il y a des histoires d'hormones. Oui. Donc, du coup, on dit oui, alors en ce moment, c'est pas le moment. Ça justifie. Voilà. Ça justifie. Voilà. Ou alors, même à la ménopause, les hormones, tout bouge. Alors, c'est pas que ça bouge pas au niveau des hommes, mais du coup, on peut mettre ça, voilà. Qui n'a jamais entendu dire oh là là, en ce moment, t'es irascible, t'as tes règles. Ouais, Bon, ça. voilà. Donc, du coup, les femmes, elles se sentiraient plus facilement autorisées à montrer leurs émotions. Par rapport aux garçons où on a mis une sorte de couvercle, t'es un homme, alors un peu moins maintenant voilà, qu'avant. Parce que c'est terrible, hein, franchement, pour voilà. certains. Mais t'es un homme, tu dois pas pleurer. Et puis, il y a tout ce qui est transgénérationnel qu'on a ramené. C'est-à-dire, qui on a envoyé à la guerre, c'était les hommes. Ils reviennent, ils racontent pas tout ce qu'ils ont vécu pour pas... qu'en face, on se dise il n'a pas été fort, etc. Vous savez, il n'y a pas... Dans l'armée, maintenant, ils ont des psychologues pour les aider à évacuer les traumas, mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Voilà, on mettait une cloche dessus, un couvercle, on en rappelle toujours de ces couvercles. Mais voilà, et en fait, c'est ça aussi qui a fait que... C'est bien, c'est beau de faire preuve de sensibilité, mais il y a un moment où il faut se dire j'ai besoin d'aide. Et c'est là où les thérapies peuvent aider, quoi. Parce que se sentir à fleur de peau, soumis à ses émotions, submergé, on peut avoir besoin de demander de l'aide. Si c'est vraiment ponctuel, parce que je sais pas, submergé par vos émotions, parce qu'aujourd'hui c'est un événement hyper important, votre femme accouche, vous vous mariez. Vous avez obtenu le poste, le Graal que vous vouliez, et puis vous mettez à avoir des larmes aux yeux, etc. Bon, voilà, c'est humain, c'est normal, quoi. Mais dès qu'il y a un événement de la vie de tous les jours, vous êtes tout le temps avec votre boîte de mouchoirs, ou en colère, ou en ayant peur. Attention, il n'y a pas que les pleurs, il n'y a pas que... Voilà. C'est ça, en fait. Mais moi, on avait une question à vous poser, mais en fait, on y a répondu un peu tout au long, donc on va la passer. C'était... les raisons les plus fréquentes d'une consultation en sophrologie, hormis du coup la sensibilité émotionnelle qui est le sujet du podcast. Manque de confiance. Manque de confiance en Manque soi. de confiance en soi, ça revient. Le stress. Le stress, oui, bien évidemment. Alors attention, il y a tout type de stress. Il y a le stress aigu qui est là que parce c'est ponctuel, voilà. On a un concours, un examen, on est stressé, puis après dans sa vie tous les jours, on l'est pas tant que ça. Mais on a quand même besoin de le traiter parce que l'examen, on veut l'avoir, voilà. Il y a le stress chronique. Donc là, le stress chronique, la personne ne s'en rend même plus compte parce qu'elle était stressée du lundi au dimanche. Et là, mais on va avoir des ressentis physiques. C'est-à-dire que, exemple, c'est le cardiologue qui peut dire « Oh, attention, là, va falloir se calmer parce qu'il y a des palpitations. Ouais. » Le gastro-entérologue, parce qu'il va lui dire à la personne « Écoutez, là, vous n'avez rien, mais vous stressez. Vous mettez des nœuds à l'estomac. » Vous savez, les expressions qui viennent de Mathusalem, j'en ai plein le dos. J'ai du mal à avaler ce qu'on me dit. J'ai le nœud à l'estomac. Oui, j'ai une boule. Voilà. C'est des vrais trucs. C'est des expressions qui viennent de très loin, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelques années, quand vous alliez voir un kiné, voir un ostéopathe est venu après, mais quand vous aviez mal, exemple, au dos, le kiné vous disait qu'est-ce que vous avez fait comme faux mouvement. Maintenant, on pense aux faux mouvements, mais on vous dit aussi qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. On voit bien, on prend de plus en plus conscience que le physique et le mental sont liés. Et la définition propre de la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, donc qui allie le corps et le mental. Et si vous allez bien dans votre tête, vous irez bien dans votre corps. Bien évidemment, on peut avoir une maladie. Mais si on a une maladie et qu'on se dit « mais je vais m'en sortir », etc., si le mental prend le dessus, bien évidemment, en étant soigné par le corps médical, déjà, vous êtes sur des rails de positif. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, confiance en soi,
c'est vraiment, les gens viennent beaucoup me voir par rapport à ça, et le stress. Voilà. Et justement, par rapport à ce stress, est-ce que pour vous, les gens qui ont du coup on va dire cette base de sensibilité qui est très haute, est-ce qu'ils sont plus sensibles au stress que les autres? Et pourquoi? Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Enfin, ce serait logique que si. Si on se prend nous comme exemple. Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, Oui, c'est vrai que on va prendre notre exemple. C'est Oui. vrai que nous, on se considère comme très sensibles et justement, on est beaucoup plus sujet au stress. Enfin, nos amis, notre famille et tout. Même nous, maintenant, on s'en rend compte justement avec plus ou moins le fait de discuter, d'en parler, tout ça. Moi, je me rends compte que je suis quelqu'un de stressé, mais c'est moins grave. Et les gens le savent aussi et Oui. c'est un peu accepté. Voilà, des fois, Comme disait Virginie, à partir du moment où je pense où tu le réalises, Mm. ça va déjà mieux. quand on l'accepte. C'est ça. Et quand puis on ouais, voilà, l'accepte. on connaît d'autres gens. Enfin, moi, je connais un ami qui a l'impression n'est jamais stressé. Et peut-être qu'il est un peu moins sensible à d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu moins sensible à d'autres choses et il est jamais stressé, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Donc, Voilà, alors en fait, le fait d'avoir une plus grande sensibilité ne va pas permettre à l'individu de mieux percevoir le monde environnant, mais il va le percevoir différemment. Donc le comprendre et réagir à celui-ci de façon personnelle. Voilà. Et pour moi, je pense que ça peut être une chance. En fait, les émotions, je dirais, sont-elles un obstacle sur la route du bonheur ou de la vie, ou s'avèrent-elles des guides précieux capables de vous indiquer le chemin à suivre? Voilà. C'est-à-dire, je suis plus sensible, donc je vais prendre plutôt ce chemin que cet autre dans ma vie. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut se poser cette question. Mais quand on l'a accepté, la possibilité d'un individu, d'un leader dans une entreprise d'évaluer la sensibilité des différents individus peut lui permettre d'anticiper l'impact que certains événements auront sur ces derniers et leur réaction. Alors, quand même, l'empathie se distingue de la sensibilité émotionnelle. En fait, une personne empathique va déduire ce qu'il voit, la tristesse d'un individu. Il n'est cependant pas à sa place. On n'est jamais à la place de l'autre. Mais déjà, on va mieux le comprendre. Mais le fait d'être sensible, on va peut-être agir différemment. C'est-à-dire qu'avec cette personne qui est en face de vous, on sait que, par exemple, quand on a besoin de lui dire il faut faire cette chose de telle et telle façon, on va peut-être se dire oui, elle est sensible parce que nous-mêmes on l'est. Donc on va agir différemment. C'est-à-dire que on va lui dire voilà, ce que tu as fait c'est super bien, voilà, vraiment je te félicite parce qu'on se dit que si on y va en direct, ça va pas le faire. Par contre, une personne empathique, elle va déduire ce qu'il voit, la tristesse d'un individu. Il est cependant évident qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, hein, là, je vous le dis tout de suite, et ni d'avoir accès aux sentiments d'autrui. Nous ne pouvons pas ressentir ce que l'autre ressent à sa place. Par contre, si on est sensible, on peut se dire « je vais peut-être agir de telle façon pour que la personne, comme si c'était pour moi, c'est-à-dire j'agis comme j'aimerais qu'on agisse avec moi ». C'est-à-dire de façon bienveillante, empathique, etc. Voilà, c'est grâce à ça que ça va nous permettre d'être, comment dirais-je, plus à même de comprendre l'autre. Mais on ne comprendra jamais l'autre, hein. Chacun est différent. Mais nos émotions, en fait, elles sont présentes en nous et cette sensibilité, ça peut donner un sens à notre vie. Trouver ce qui nous rend plus heureux et nous guider vers le chemin où on veut aller, dans cette direction-là. Et elles sont aussi là. La sensibilité, elle est aussi là pour nous informer quand quelque chose ne va pas. En fait, je me sens pas bien dans mon boulot, dans mon travail. Je le sens. Et peut-être que je le sens avant de faire un burn-out. Et de me dire, il faut peut-être que je prenne une autre voie. Donc c'est ça aussi. Alors je prends la voie du travail, enfin je prends l'exemple du travail, mais ça peut être plein d'exemples de sa vie de tous les jours. Voilà, relationnel, etc. Je pense que elles sont parfois trop fortes, ces émotions, trop désagréables, trop longues sur la durée. Donc là, dans ce cas-là, il faut se faire vraiment aider. Mais il y a des moments, vous
Vous savez, c'est cette petite voix derrière qui vous dit ça serait peut-être mieux que tu fasses ça ou ça. Bah, si la petite voix, vous l'écoutez parce que vous êtes sensible, bah, peut-être que vous allez agir pour vous sentir mieux plus rapidement. Ouais. Alors là, on voulait vous poser une question, mais si vous voulez qu'on la coupe et pas y répondre, vous nous dites. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà entendu dans un autre podcast que quelqu'un était allé voir une psychologue et la psychologue d'un coup avait craqué, elle avait dit non, moi je peux plus continuer avec vous, tout ça. Alors je sais pas pourquoi, certainement parce que soit le problème ramenait à la personne et tout, et du coup on voulait savoir. Le besoin n'était pas comblé. C'est peut-être ça. Et non, mais c'était la psychologue qui avait dit ça aux patients. Et du coup, on voulait savoir si ça vous est déjà arrivé, pas forcément de craquer devant quelqu'un, mais de vous retrouver dans l'incapacité de continuer avec quelqu'un. Parce que justement ça vous renvoyait trop Pas actuellement, mais je dis pas que ça m'arrivera jamais. Ok. Par contre, je me rappelle d'une dame qui était venue me voir et elle me racontait sa vie. Et ça là, je très me disais, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et c'était plus difficile ou justement vous arrivez quand même à mettre... Ah ben là, je la comprenais rapidement. Elle n'avait Ouais. pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà. Bon, bien évidemment, ça n'a pas été c'est moi jusqu'au bout. Il y a eu un moment où je me suis... Voilà. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le métier qu'on fasse, en tant que thérapeute, on est humain. Et donc, bien évidemment, il y a des choses qui résonnent en nous. Mais si on les a travaillées, bah déjà, on est plus à même à aider l'autre. Et je veux dire que d'ailleurs, on le dit, pour un psychiatre, on dit qu'en général, il faut qu'il ait fait une psychanalyse avant. Hein. Bah oui. Voilà, donc il faut que lui-même, il faut que soi-même, on soit bien ancré dans le sol et qu'on ait travaillé ce qu'on a à travailler. Bon, on peut avoir à travailler plein de choses tout au long de sa vie, hein, mais tant que ça ne résonne pas quand on a la personne en face de soi, voilà. Ça ne m'est pas arrivé, mais je ne dis pas que ça m'arrivera jamais, je ne peux pas savoir. Voilà. Oui, c'est pas forcément l'expérience qui fait qu'au début on peut craquer et que plus tard non, justement. Oui, voilà. Alors, malgré tout, l'expérience fait que y a des choses, soi-même, du coup, on les a travaillées. Et puis, alors, voilà, ce qu'il y a, c'est que pour ma part, moi, j'ai fait ma formation à Paris. J'ai 2 personnes sophrologues qui sont devenues des amies très très proches, hein, donc un qui est parti dans le Gard et une qui est restée sur Paris, et on échange. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu telle et telle personne, voilà ce qui se présente, et on a un œil autre. La personne me dit voilà, peut-être qu'il faudrait que tu travailles comme ça avec elle, ou etc. Donc on peut échanger par rapport à la personne et inversement, mais aussi par rapport à des formations. Tiens, c'est bien là, tu sais, j'ai entendu parler de cette formation parce que Magali l'a fait, Sylvie l'a fait, ça serait peut-être bien que tu la fasses, voilà, et de rajouter des cordes à son arc, parce que quand on commence, on se forme tout au long de sa vie, hein, voilà. Donc quand on commence, on a un support, un socle. Et puis là, on se dit, waouh, la personne est venue me voir. Et là, si j'avais cette formation en plus, ça pourrait être sympathique. Ça pourrait aider la personne et m'aider à l'aider. Voilà, enfin, lui donner les outils. D'accord. Et juste, vous êtes soumis, les sophrologues, au secret médical ou Bien évidemment, secret professionnel, code de déontologie, bien évidemment. Alors, si c'est un thérapeute, on parle ensemble. Là, la personne, le thérapeute, le médecin, le psychiatre me dit voilà, la personne en est à ce niveau-là, c'est un échange. Okay. On est dans un cadre où on entre reste, vous voilà, pouvez, entre nous. Mais autrement, pour ma part, même quand je parle d'une personne à une collègue amie, je sais qu'elle ne la connaît pas. Oui. Donc, voilà, surtout si elle est dans le Gard ou à Paris. Voilà, c'est le cas en fait, parce que comme j'ai fait ma formation là-bas, moi, mon socle de personnes qui ont fait la même formation que moi sont là-bas, quoi. Donc, dans ce cas-là, on échange ou qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que t'en penses, voilà, quoi, ça... Parce qu'il y a des moments, ça peut être très, très déstabilisant par rapport à ce que vous dit la personne qui est en face de vous, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup Virginie pour tout ça. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Un petit mot en plus à rajouter. Je pense que il faut rester soi-même. Parce que les plus belles forces, elles sont en vous. Il faut apprendre à se connaître.
Et ça, la connaissance de soi, ben, ça se fait à tout âge. Et en fait, il faut prendre conscience qu'on a un potentiel et puis il faut le libérer. Et puis il faut oser. Dans mon cabinet, il y a marqué « oser changer ». On change parfois la formulation, mais en ce moment, c'est ça là. Et c'est ça. Il faut éviter de se mettre des barrières en se disant, voilà, la petite voix, moi j'appelle ça la petite voix saboteuse qu'on a à l'intérieur de soi, qui dit est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver. Et souvent, on est dur avec soi-même, plus dur qu'avec les autres. Et vous avez peut-être un meilleur ami, une meilleure amie, et puis vous n'allez pas lui dire non mais t'es sûr que tu vas y arriver, t'es sûr que t'es capable, non mais non. Au contraire, vous allez lui dire bah si tente, allez pourquoi pas, tu vas y arriver. Mais à soi-même, parfois on a ce genre de phrase. Et il faut s'apprendre à s'accepter et se dire que ben voilà, s'apprendre à s'aimer, mais dans le bon sens des termes, c'est pas narcissique, c'est pas dire voilà, c'est être en harmonie avec soi-même et se dire ben voilà dont j'ai envie et pourquoi je tenterai pas. Parce qu'après les regrets, ben avec si j'avais su, si j'avais fait, si j'avais, ben c'est trop tard. Voilà, donc il faut se dire que c'est jamais trop tard et se dire ben voilà, à l'intérieur de moi, j'ai des super forces, j'ai un super potentiel, j'ai des super ressources et ben je vais m'en servir. Et donc cette sensibilité, cette hypersensibilité, on peut s'en servir, mais ramener le curseur à sa juste valeur. Très bien. Ok, on va passer aux petites recommandations. Alors moi, j'ai 2 auteurs qui sont des femmes. Je ne sais pas si on dit autrice, je crois pas. Hein. Tu dis ce que tu veux. Bon bref. Auteur avec un E. Auteur avec un E, écrivaines. Exactement. C'est bizarre, bizarre. Ça sonne bizarre. Ah, c'est ces métiers dont il n'existe pas de féminin. Donc ce sont Raphaël Giordano et Virginie Grimaldi, qui sont donc 2 auteurs de livres de développement personnel. Alors c'est du développement personnel, mais c'est pas non plus du Laurent Gounel ou c'est pas très c'est pas les accords Toltec, j'arrive pas à parler. C'est pas ben, voilà, ça reste quand même assez romancé. Et il y a notamment donc le livre de Raphaël Giordano qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et de Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, qui sont pour moi des livres vraiment indispensables si on veut commencer à prendre un peu sa vie en main et tout. Et en lisant les livres de Raphaël Giordano, j'ai fait moi-même, avec une amie qui se reconnaîtra, j'ai fait moi-même un livre de développement personnel, donc sur moi-même, avec, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs catégories, donc il y a moi et moi-même, il y a moi et les autres, et moi ça, et l'amour. C'est guidé par justement... C'est guidé par okay. ces livres en fait. Okay, d'accord. Et en fait ça permet de mettre en lumière un petit peu ses forces, ses faiblesses, et ça m'a vachement aidé mine de rien. C'était un premier pas vers justement... Ouais, c'était un premier pas vers aller mieux. Et donc voilà, je vous recommande de lire ça. En plus c'est des livres qui sont faciles à lire et qui mettent le sourire, donc voilà. Bah moi du coup je vais faire 2 petites recommandations. Déjà une recommandation, un petit tips comme on dit. Je vais partir de ce que tu disais, c'est-à-dire ton livre, enfin les livres que tu as recommandés, le livre que tu as écrit toi-même. Déjà je recommanderais aux gens qui ont peur mais qui ont besoin d'aller voir quelqu'un pour les aider, de balayer cette peur et de se faire confiance. C'est pas grave d'aller voir quelqu'un. Et surtout vous êtes légitime, parce mais que des ça, fois on se légitime. dit ouais non, ce que je ressens c'est pas assez fort, c'est pas assez grave pour consulter, mais si en fait. Voilà, c'est ça. Donc ne surtout pas hésiter si vous sentez. Alors chacun son chemin. Si des gens vous disent Et il faut chacun sa vraiment... route. Si quelqu'un vous dit oui, il faudrait aller voir quelqu'un, nanana, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Il faut prendre le temps, il faut commencer à se connaître, et ça peut être par le biais de livres, d'œuvres, tout ça. Voilà, il faut d'abord se connaître et accepter que des fois on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas surhumain, et des fois des petits blocages, et que c'est pas grave, et donc tout va bien si vous allez voir quelqu'un. Et ma deuxième recommandation, c'est complètement personnel. C'est un artiste que j'ai découvert l'année dernière qui s'appelle Palatine. C'est un Français qui chante en français et en anglais, et au niveau de ma sensibilité personnelle, ça m'a fait ressentir des choses que j'avais jamais ressenties avant, que j'avais jamais ressenti avant dans d'autres musiques, et que ça me correspond totalement. Donc si vous voulez aller écouter Palatine, je vous y encourage pleinement. Voilà. Est-ce que Virginie, tu as quelque chose, ou
tu as déjà fait une petite recommandation en Donc disant ça de y se est, faire confiance à... tu la tutoies comme ça. Oh, pardon, j'ai dit tu... Ouais, mais en même temps, ça fait 1h17 qu'on enregistre, vous êtes mes amis. Est-ce que vous avez Je rigole, je Est-ce que vous avez quelque chose parce que juste avant les recommandations, vous avez conseillé de vous faire confiance à nous-mêmes, tout ça, donc ça peut être aussi une Alors, je recommandation. n'ai pas un livre ou une musique en particulier, parce que là aussi, ça dépend de chacun. Quelqu'un va être, on va lui dire, bah tiens, lis ce livre ou regarde ce film ou écoute cette musique, tu vas voir, moi j'ai ressenti de ces trucs et la personne va vous dire, c'est un peu comme quand on goûte un plat, hein. Ah j'adore, ouais bah moi ça, je trouvais ça moyen quoi, voilà. Donc j'ai pas quelque chose à conseiller en particulier, je pense que de nos jours vous allez dans toutes les bonnes librairies, voilà. Ici Bordeaux, on a quand même Mola entre autres, qui est quand même voilà, une entité depuis de nombreuses années. Où ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'il y a 10 ans, vous alliez dans des librairies, le côté sensibilité, hypersensibilité, tout ce qui était lié au bien-être de la personne. Le rayonnage, il y avait 4 livres qui se battaient en duel. Et là maintenant, c'était très classique un peu comme voilà. approche. Et là maintenant vous y allez, mais que ça soit là ou ailleurs, quoi. Vous avez des rayonnages, des tables entières. Donc allez-y, tournez les livres, lisez ce qu'il y a derrière, et puis y en a un qui va vous parler plus qu'un autre. Et puis faites-vous confiance, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est pas un handicap, vivez avec. Oui. Et parce que l'hypersensibilité, c'est ressentir les émotions fois 1000. Donc si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, ou si à un moment de votre vie c'est un handicap, n'hésitez pas à consulter. Voilà, vous avez possibilité de rencontrer des personnes qui pourront vous donner des outils, vous aider à aller mieux et puis pouvoir vous recentrer sur vous-même et être sur la bonne voie. Voilà. Et du coup, si vous habitez Bordeaux, n'hésitez pas à aller voir Virginie. Voilà, donc je suis sur Talence, donc Virginie Cotreau, sophrologue, et j'ai un site internet. Voilà, donc vous pouvez me trouver facilement. Merci beaucoup Virginie d'être venue parler sensibilité et sophrologie avec nous aujourd'hui. Mais merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. On vous souhaite une bonne journée si c'est le début de la journée et une bonne soirée si c'est le début de la soirée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Thank you.